Mesdames et messieurs, vous êtes venus assister en ce jour au procès de la jeunesse populaire. À ce titre, je vous demanderai de bien vouloir procéder à l'extinction immédiate de l'ensemble de vos appareils électroniques. Je vous demanderai de bien vouloir également réfréner tout mouvement d'humeur injustifié, lesquels conduiraient inévitablement à une suspension de séance ainsi qu'à une évacuation de la salle. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. La cour! Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bien. Vous pouvez faire entrer l'accusé, s'il vous plaît. Monsieur l'huissier. Merci, monsieur l'huissier. Accusé jeunesse populaire, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Accusé jeunesse populaire, avez-vous reçu signification de la décision de mise en accusation? Oui, monsieur le président. Vous êtes défendu par maître Lenéillon, c'est bien cela? C'est exact. C'est exact. Vous pouvez vous asseoir. Accusé jeunesse populaire, je vous indique que je vais procéder au tirage au sort des jurés qui devront vous juger avec les magistrats de la Cour. Je vous rappelle, accusé jeunesse populaire, que vous pouvez récuser 5 de ces jurés et le ministère public 4. Je vous précise que vous n'avez pas à faire connaître les motifs de récusation. Je vais procéder à présent au tirage au sort. Mesdames, messieurs les jurés qui seront nommés, vous voudrez bien prendre place dans l'ordre où vos noms seront appelés, aux places juste ici sur la droite. Monsieur l'huissier vous indiquera où vous asseoir. Monsieur l'huissier, veuillez collecter s'il vous plaît l'urne et la porter. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on allume la salle, s'il vous plaît, pendant la... Voilà. Les personnes nommées voudront bien se lever en levant la main, s'il vous plaît. Camille Pétron, ou Petron. D'accord? Pas de récusation? Ok. Vous pouvez vous avancer, madame. Alors, passez par ici, ça ira plus vite. Hein. Caroline Costenoble. Bien, si j'écorche les noms de famille, vous m'en excuserez. Merci. Marie Gaëtane. Alors, je ne sais pas si c'est le nom ou le prénom avant. Allez-y, allez-y. Vous auriez entendu récuser, hein, immédiatement. Hein. Alors là, on n'écrit pas très bien. Inche, Viviane, je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire. Bon, écoutez, je vais en prendre un autre. Si, c'est bon? Vous êtes reconnu, très bien. Il n'y a pas de problème. Alors, allez-y. On en est à 4, hein, c'est bien ça? Il y en a... Vijaya Vauquier. Récusé. Ah. Jules Doué. Ok, très bien. On est à 5. Vous auriez pu me les rendre un peu plus accessibles dans la boîte, hein, monsieur l'huissier, hein, quand même. J'enchaîne les procès. Vanessa Nou. Récusé.
Lepa Laporal. Oui, allez-y. Anis Seïd ou Sed. Très bien. On en est à 7, encore 2. Vanessa Cardi. Oui. Gwendoline Monnier. Bien. Monsieur l'huissier, on en a bien 9 ? Tout à fait. Tout à fait, très bien. Bien. Bien, messieurs, mesdames les jurés, veuillez vous lever. S'il vous plaît, la Cour va recevoir votre serment. Je vais vous lire la formule du serment. Vous voudrez bien ensuite lever la main droite et dire distinctement « Je le jure ». La main droite, hein, ne vous trompez pas. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé Jeunesse Populaire, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, engagement politique, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme ou une femme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Oui, attention, hein, Bien, vous pouvez vous asseoir. Il faut prendre la justice au sérieux. Bien, nous vous rappelons que Monsieur Engagement Politique s'est constitué partie civile. Nous allons maintenant procéder à l'appel des témoins. Mesdames les assesseuses, veuillez donner lecture de la liste des témoins et faire l'appel, s'il vous plaît. Madame Aurélie Plaisant. Monsieur Adel Ziyouch. Monsieur Dominique Rimbourg. Madame Selimata Faki. Madame Cécile Bébin. Monsieur Vivian Banokeba et Monsieur Mohamed Souali. Monsieur Simon Rousseau. Très bien. La liste est-elle complète ? Oui. Accusé Jeunesse Populaire, veuillez vous lever, s'il vous plaît, et venir à la barre. La Cour va commencer par examiner les faits qui vous sont reprochés. Accusé Jeunesse Populaire, vous êtes accusé de dépolitisation totale et de non-participation aggravée au débat public. L'accusation porte sur une période allant du début des années 80 à aujourd'hui, pendant laquelle vous avez donné priorité de façon systématique et répétée à vos intérêts personnels et à votre vie privée de façon exclusive. Il vous est notamment reproché une absence totale d'intérêt au débat public et aux délibérations collectives de toutes sortes, une atteinte dévastatrice à la notion de citoyenneté dans toutes ses acceptions, une surdité méprisante face aux enjeux de société auxquels tout citoyen ou toute citoyenne digne de ce nom doit prêter attention, ainsi qu'un manque total d'incarnation d'un quelconque engagement politique en vue d'améliorer le vivre ensemble dans notre société. Accusé Jeunesse Populaire, vous venez d'entendre l'acte d'accusation. Qu'avez-vous à nous dire sur les faits qui vous sont reprochés ? Écoutez, Monsieur le Président, moi je ne comprends pas ce que je fais ici, parce que moi je vote, je suis là, je suis présent et je m'engage. Donc tout ce que vous pouvez dire, ça n'a aucun sens. Donc de toute façon, Monsieur l'avocat de la défense va le prouver. Très bien. Nous sommes au courant du fonctionnement d'un procès. Merci. Monsieur le Président, il est vrai que pendant les élections, je ne vais pas forcément voter. Ça ne fait pas de moi une personne non engagée. Je tiens à demander aux personnes qui sont dans cette salle, est-ce que vous, à chaque élection, vous allez voter ? Bon, s'il vous plaît, ça n'est pas une tribune. Veuillez respecter, s'il vous plaît, les débats comme ils doivent être respectés. Nous allons maintenant procéder à l'examen de votre personnalité, accusé Jeunesse Populaire, avec 2-3 questions d'ordre général. Vous pouvez répondre l'un ou l'une après l'autre. Comment définiriez-vous l'engagement politique et votre engagement politique ? Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet ? L'engagement ne se définit pas forcément
par rapport aux élections, aller voter, c'est aussi être engagé dans des associations pour des buts précis. D'accord. Alors, par exemple, quel engagement, qu'entendez-vous par engagement? Quel type d'engagement associatif? C'est le fait de participer sans doute à des débats ou des activités qu'on peut avoir avec des groupes, que ce soit à l'extérieur de notre ville ou au sein même de notre quartier. D'accord. Monsieur, à côté. Moi, par exemple, moi, je suis en service civique actuellement. Je travaille. On est indemnisé par l'État, on fait des choses pour la ville. Et je pense que c'est s'engager dans le service civique pour l'État. Donc c'est de la politisation, tout simplement. Monsieur le Président. Est-ce que ça a été un choix délibéré? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est moi qui ai voulu aller en service civique et du coup j'y suis allé. Voilà. Très bien. Monsieur l'avocat général, avez-vous des questions à poser à l'accusé Jeunesse Populaire? Jeunesse Populaire, vous venez de nous dire à l'instant que vous êtes en service civique, vous êtes donc rémunéré par l'État, c'est de la politisation. Pouvez-vous nous dire par qui sont payés les fonctionnaires? Les fonctionnaires? Oui. L'État? Savez-vous combien il y a de fonctionnaires aujourd'hui en France? Pas vraiment, je sais pas. J'attendais pas de vous une réponse à ce sujet. Ils sont en effet plusieurs millions, ça ne fait pas pour autant d'électeurs ou de gens politiquement engagés. Ne réduisez pas uniquement l'engagement politique, s'il vous plaît, à des considérations de salaire ou d'asservissement à une fonction publique. Ça n'a rien à voir, j'espère que le procès va le montrer. Je n'ai pas d'autres questions, merci. Bien, sur le terme d'asservissement à une fonction publique, je vous laisse la responsabilité de vos paroles, monsieur l'avocat général. Nul n'est asservi ici. Monsieur l'avocat de la défense, des questions? Évidemment. Quel âge avez-vous? 23. 23 ans. Vous décidez de mettre l'accent sur le service civique. Peut-être que la plupart des gens qui sont installés dans cette salle ne savent pas ce qu'est le service civique. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler? Le service civique, c'est une mission de 8 mois qu'on a à faire dans différentes associations où on peut aider par exemple des personnes âgées. Ça consiste en quoi aider des personnes âgées, concrètement, dans ce que vous faites? Être avec elles, puis discuter, on discute, on s'occupe d'eux quand on va en maison de retraite. Vous passez du temps avec eux? On passe du temps avec elles, tout à fait. Quand ils ont le bourdon, quand il y a une petite larme à l'œil qui perle parce qu'on se souvient de toute sa vie, vous êtes là pour les rassurer? Oui, c'est ça, tout à fait. Avec une main sur l'épaule quand il y a une main sur le cœur, monsieur. Qu'est-ce que vous faites d'autre également pendant ce service civique? Je m'occupe aussi d'enfants. Qu'on récupère aux écoles. D'enfants qui ont des soucis, qui ont des problèmes, oui, des enfants de quartier défavorisés, on va dire. Quel type de problème ont-ils? Il y en a qui ne savent pas trop lire. Et vous les aidez? C'est ça, mais plus d'une façon ludique. Mais vous les aidez à lire en s'amusant? C'est ça, tout à fait. Peut-être le travail que d'autres ne savent pas faire? Sûrement. Venez-en en fait, monsieur l'avocat de la défense. J'en viens simplement au fait que faire une mission de 8 mois où on rend le monde meilleur a sans doute plus d'utilité que mettre un bulletin dans une urne. J'ai plus de questions, monsieur le Président. Bien, merci. Monsieur l'avocat de la défense, attention aux effets de manche. Hein. Toute question n'est pas forcément un extrait de chanson humanitaire. Je demanderai un peu de dignité dans les débats. Bien. Nous allons procéder à présent aux auditions des témoins. Vous pouvez regagner votre place, s'il vous plaît, accusé Jeunesse Populaire. Nous allons procéder à présent aux auditions des témoins. Madame l'assesseuse, faites entrer le premier témoin, s'il vous plaît. La Cour appelle Madame Aurélie Plaisant, membre de la mission locale rurale du Sillon à Savenay. Bien. Madame Aurélie Plaisant. Monsieur l'huissier, merci. Bien. Madame Plaisant, donc, vous travaillez donc à la mission locale rurale du Sillon à Savenay, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, déjà nous décrire vos fonctions? Alors, moi, mon travail au quotidien, c'est d'accueillir des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont déscolarisés, sortis du système scolaire et qui sont soit dans une démarche de recherche d'emploi, de recherche d'orientation ou de formation.
Bien, donc vous qualifiez ces jeunes avec qui vous êtes en contact comme plutôt des milieux populaires, en majorité? En majorité, oui, je pense. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que vous constatez, madame, dans son acception générale du terme, une dépolitisation de cette jeunesse? Alors, au quotidien, moi, dans mon travail, je n'ai pas affaire à... Je n'ai pas d'échange sur ces aspects-là. Du coup, c'est un petit peu difficile de pouvoir porter un regard dans le sens où on est vraiment sur l'accompagnement de la personne dans sa recherche, dans son projet. Après, on n'est pas forcément dans un échange lié à un engagement citoyen. Ça peut arriver, mais plus à la marge. Alors, ça peut arriver plus à la marge, mais justement, vous êtes là pour éclairer cet aspect. J'imagine que vous avez des conversations informelles, par exemple, je ne sais pas, lors de la dernière élection présidentielle, est-ce que vous avez entendu des choses marquantes, répétées, de ces jeunes-là écartés du marché du travail? Ça peut arriver à la marge que certains puissent porter des jugements. Voilà, mais c'est pas forcément le lieu où ils vont l'exprimer. Du coup, on n'est pas, voilà, on n'est pas effectivement là pour ça. Après, effectivement, on peut être amené à entendre des remarques disant, voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça arrive effectivement, mais je dirais pas plus qu'au quotidien, en dehors de mon travail. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien avéré entre chômage, éloignement du marché du travail pour cette jeunesse et dépolitisation, abstention, absence de vote, même absence d'inscription sur les listes électorales, par exemple? Alors ça, je peux pas avoir de regard sur effectivement on va dire la participation aux élections. Par contre, moi, ce que je peux voir, c'est que même parmi les jeunes que j'accompagne, qui ne sont pas forcément en situation d'emploi ou de formation, j'ai des jeunes qui vont être bénévoles dans des associations, des jeunes qui vont être en service civique, des jeunes qui vont partir défendre des convictions, on va dire, autrement. Après, effectivement, à savoir s'ils votent, ça, j'en sais rien. D'accord, très bien. Vous travaillez en milieu rural, hein, c'est bien ça? Tout à fait. Avez-vous travaillé en milieu urbain avant? Oui, mais pas spécifiquement auprès de jeunes, pour le coup, auprès de tout public. Très bien. Avez-vous noté, si vous avez rencontré des jeunes en milieu urbain, avez-vous noté des différences notables dans l'appréhension du politique par rapport au milieu rural? Non, dans le sens où je pense que c'est plus une question d'ouverture et que ça dépend pas de là où on vit. D'accord, très bien. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. Madame Plaisant, vous vous intéressez vous-même à la politique? Oui. Quand remonte la dernière fois où dans votre agenda, vous avez bloqué un créneau pour parler politique? J'ai pas besoin de bloquer de créneau pour pouvoir parler de politique. J'imagine, Madame Plaisant, vous comme moi, nous n'attendons pas d'avoir un créneau réservé pour parler politique. La politique, quand on s'y intéresse, elle ressort au quotidien, au hasard des conversations. Donc quand vous nous dites, Madame Plaisant, que ce n'est pas l'objet de la mission locale de faire sortir une conversation politique, je suis bien d'accord avec vous, mais ce n'est pas une raison pour que la politique ne vienne pas diffuser, infuser également les temps que vous avez avec vous. Madame Plaisant, j'ai une autre question également pour vous. Vous parlez, et la jeunesse populaire en parlait également tout à l'heure, du service civique comme éventuellement une preuve, en tout cas, de ce que d'un sentiment politique, d'une forme d'engagement. Pour quelles raisons vous arrive-t-il, en tant que conseillère à la mission locale, de conseiller à un jeune de s'investir dans un service civique? Quels sont les arguments que vous utilisez pour convaincre les gens éventuellement de s'engager dans un service civique? Les arguments, effectivement, c'est de pouvoir donner de son temps sur on va dire, une démarche qui n'est pas liée uniquement à l'appât du gain. C'est effectivement un investissement
personnel, pouvoir du coup apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Est-ce que je me trompe si j'imagine qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser l'argument que le service civique était un bon outil pour se rapprocher du monde du travail, pour se raccrocher à un environnement professionnel, au fait de tenir les horaires, de se lever le matin, de s'habiller, d'être à l'heure? Effectivement, c'est aussi un outil qui est utile, oui, pour pouvoir accéder plus facilement par la suite à une insertion professionnelle. Est-il possible qu'une partie des jeunes qui choisissent un service civique le fassent plus pour des raisons, on va dire, de palliatif au manque d'emploi que pour des raisons réellement engagées et humanistes? Ça, faudrait faire des statistiques. Je ne suis pas la mieux placée pour y répondre. Je n'ai plus de questions. Ok. Monsieur l'avocat de la défense, avez-vous des questions? Madame Plaisant, pour être sûr que tout le monde comprenne, est-ce que vous pouvez nous expliquer les motifs qui peuvent expliquer les déplacements de jeunes dans vos bureaux? Dans quelles situations sont-ils concrètement? De quoi ont-ils besoin? La plupart des jeunes qui viennent à la mission locale viennent chercher une écoute, principalement, un soutien. Souvent, ils ne savent pas forcément trop par quel bout prendre les choses. Soit ils sont perdus dans leur orientation, soit ils veulent trouver du travail mais ils ne savent pas comment faire. Ils veulent faire une formation mais ils ont quitté l'école trop tôt et voilà. Donc ils ont besoin effectivement qu'on leur accorde du temps déjà. Ai-je tort si je dis que ces jeunes sont dans une forme de misère économique, parfois culturelle, parfois sociale? Oui, non, vous n'avez pas tort, c'est exactement ça. C'est effectivement la plupart, c'est qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs un soutien. Et c'est pas forcément que de la misère économique, c'est effectivement parfois de la misère affective. Voilà, Ce sont des jeunes qui peinent à trouver une place. Tout à fait. Ils sont sortis des territoires classiques de la République. C'est ça. L'école, le travail, le lien Souvent, social. ouais. Est-ce que vous pourriez nommer le sentiment qui prédomine quand vous les avez en face de vous, chez eux? Un désœuvrement, l'impression qu'ils sont bons à rien, que voilà, ils n'ont pas de L'impression place. d'être bons à rien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la société qui leur renvoie sans doute le fait d'être bons à rien. Vous nous avez dit tout à l'heure que la politique n'est pas au cœur du quotidien. Et pour cause. C'est bien longtemps que la politique a déserté le quotidien. Et donc on voudrait vous faire dire, bien sûr je pense à l'avocat général, on voudrait reprocher aux jeunes, si je comprends bien, de ne pas aimer la politique, de ne pas aller vers la politique, alors que la politique l'a quitté, l'a abandonné. C'est comme si on demandait finalement peut-être à un enfant d'aimer un père qui n'est pas là. Oui, je pense que c'est plutôt ça, oui. Je n'ai plus de questions, monsieur le président. Bien, merci. Merci, madame. Vous pouvez regagner votre place. Merci. Merci beaucoup. Bien, nous allons faire maintenant appel au deuxième témoin. Faites entrer le deuxième témoin, s'il vous plaît. La Cour appelle Abdel Ziyouch, citoyen de nationalité algérienne. Bien, monsieur Ziyouch, merci de votre présence. Monsieur Ziyouch, vous êtes donc de nationalité algérienne, c'est bien ça? Exactement. Vous n'êtes pas de nationalité française, vous n'avez pas la nationalité française? J'ai que la nationalité algérienne. Très bien. Vous avez quel âge, monsieur Ziyouch? 29 ans. 29 ans, très bien. Vous êtes en France depuis combien d'années? Vous résidez en France depuis combien d'années? Je suis arrivé en France en 2003 à l'âge de 15 ans et ça fait 14 ans que je suis en France. D'accord. Quel titre de séjour vous avez? De quel type vous avez, puisque vous dites que vous êtes de nationalité algérienne? Actuellement? Actuellement, j'ai une carte de titre de séjour de 10 ans. Actuellement, vous avez une carte de séjour de 10 ans, qui est valable jusqu'à quand? Jusqu'à 2026. Jusqu'à 2026, très bien. Avant cette carte de séjour de 10 ans, vous êtes passé par quelle formalité administrative? Quel titre intermédiaire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? J'ai eu un titre, une récépissé de 3 mois.
Et avec cette récépissé, je dois trouver du travail, que c'était une tâche impossible de trouver du travail dans une période de 3 mois. D'accord, donc il fallait, pour renouveler ces récépissés, ces titres, que je vais qualifier, vous m'en excusez, d'intermédiaire de 3 mois, il fallait trouver du travail, justifier d'un travail très régulièrement. C'est bien Il faut ça? ramener à la préfecture un contrat de travail. Bien. Est-ce que votre carte de séjour vous donne le droit, vous donne le droit, vous n'avez aucun droit civique particulier, droit de vote ou... J'ai aucun droit ni voter, ni l'armée, ni... D'accord. Est-ce que vous avez demandé la nationalité française? Bah, j'ai fait des démarches auprès de la préfecture et il faut un CDI. Un CDI et un dossier judiciaire propre. Très bien. Comment vous qualifiez votre engagement politique? Moi, mon engagement politique, c'est je respecte les lois. J'ai appris à parler la langue française. Je m'intéresse à la culture et j'aime bien la cuisine française, j'aime bien les pâtisseries. Très bien, très bien. Très bien. S'il vous plaît, Monsieur Ziouch, restons sur le sujet de la politique. Très bien. Vous demandez expressément d'avoir le droit de vote. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. OK. Donc, vous voudriez que ce droit de vote s'exprime pour les étrangers résidant après un certain nombre d'années en France? Exactement. C'est bien ça? C'est pour un étranger. Je prends un exemple, un citoyen français, il a des droits et des devoirs. Oui. J'ai parlé de mes devoirs, c'est de respecter les lois. Oui. Et mes droits, j'ai aucun droit, ni voter, ni... moi, mon souhait de passer l'armée, d'intégrer l'armée de terre. Très bien. C'est un rêve pour moi. D'accord, très bien. Merci. Monsieur l'avocat général, question? Je n'ai qu'une question, monsieur Ziouch. Vous êtes citoyen algérien? Oui. Vous disposez donc du droit de vote en Algérie? Oui. Avez-vous voté aux dernières élections algériennes? Exactement, oui. À toutes les élections? À toutes les élections. Et félicitations, monsieur Ziouch. Merci, monsieur l'avocat général. Monsieur l'avocat de la défense. Juste pour être sûr d'avoir bien saisi ce que vous nous avez dit, monsieur Ziouch, vous rêvez de rentrer dans l'armée de terre française, c'est ça? Oui. D'accord. Je réfléchissais, quand vous le disiez, à une forme d'engagement plus forte que celle de mourir au combat pour la France. Je n'ai pas tout de suite trouvé, mais je vais continuer à réfléchir. Vous parliez de pâtisserie, que vous aimez beaucoup. Ça paraît anodin parce que ça fait sourire les gens. Parce que vous aimez vivre à la française, j'imagine. Oui. Vous aimez ce qui se passe sur ce terroir. Imaginons cette petite boulangerie, cette petite pâtisserie qui est à quelques pas de chez vous, ferme parce qu'on décide de construire un grand magasin ou un parking, comme il est coutume en ce moment. Est-ce que vous vous sentiriez capable, légitime, engagé, pour manifester, pour empêcher la fermeture de cette pâtisserie? Je peux porter soutien à cette boulangerie en manifestant, en collant des fiches, par exemple. En collant des fiches. Je n'ai plus de questions, monsieur le Président. Supputation. Bien, vous pouvez regagner votre place, monsieur Ziouch. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Bien, j'ajoute à ça, monsieur l'avocat de la défense, les sujets du journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut aussi, on peut s'en passer. C'est la France, monsieur le Président. Oui, très bien, la France. très bien, merci. Bien, veuillez faire, s'il vous plaît, appel au troisième témoin. La Cour appelle M. Dominique Rimbourg, ancien député PS de la 4e circonscription de la Loire-Atlantique, de 2001 à 2002 et de 2007 à 2017, aujourd'hui avocat. Monsieur Rimbourg, bonjour et merci de votre présence. Merci. Vous êtes donc ancien député de la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Vous avez été battu aux dernières élections législatives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'engagement politique des jeunes? Est-ce qu'au cours de votre, j'allais dire carrière, je ne vais pas le dire, de vos mandats de député, est-ce que vous avez constaté une désaffection grandissante de la jeunesse populaire vis-à-vis de la chose politique? En fait, non. Le procès de la jeunesse, il est aussi vieux que la société.
il existait déjà dans la Grèce antique, où on reprochait aux jeunes de ne plus être comme avant. Donc ce procès qui s'ouvre aujourd'hui, il ressemble au procès qui s'ouvre à chaque génération, où les vieux se tournent vers les jeunes en leur disant « c'est pas du tout comme ça qu'il faut que vous fassiez, il faudrait que vous fassiez comme nous ». Et comme nous, on a fait. Alors, ce qu'on constate simplement, c'est qu'il y a des formes d'engagement politique, que ces formes d'engagement politique s'inscrivent difficilement dans la durée et dans les organisations qui structurent la vie politique. Mais c'est une critique à l'encontre de la vie politique qui est portée à la fois par les jeunes, mais aussi par des citoyens. Il y a une difficulté à intégrer des partis politiques qui, jusqu'alors, étaient la façon de s'insérer dans une vie publique. Alors, oui, excusez-moi. Pourquoi vous parlez de difficultés, du coup. Oui. Qu'est-ce qui font que ces difficultés sont là alors qu'elles n'étaient pas forcément avant? Elles étaient aussi avant, mais les formes d'engagement politique de la jeunesse ont changé. La jeunesse a toujours une appréciation du temps qui est différente de l'âge adulte. Le temps leur paraît long. Et le temps adulte leur paraît court. Et la jeunesse, par ailleurs, a du mal à s'engager dans des choses au long cours. Mais c'est vrai de l'ensemble des jeunesses, de la populaire comme de la non populaire. Et puis, il y a des formes d'engagement politique neuves qui tournent autour des réseaux sociaux ou qui tournent autour d'un engagement ponctuel extrêmement intense, qui n'est pas dans la durée. Mais il y a ces types d'engagement. Et donc, aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas d'engagement populaire, il y a une dépolitisation de la jeunesse populaire, ce n'est pas vrai. La difficulté qu'il y a, c'est à se faire rencontrer cette volonté de s'engager au moment où ce sont des jeunes gens qui rentrent dans la vie adulte et en même temps de faire penser la complexité du monde et le temps long. Le temps politique est malheureusement pour nous, à l'aune de nos vies personnelles, est un temps long et c'est ça qui est très difficile. D'accord. Comment vous évaluez la responsabilité du personnel politique dans un éventuel décrochage du vote de la jeunesse populaire? Je parle ici du vote. Alors, sur le vote, il y a deux choses à dire. La première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser happer par l'illusion statistique. Il y a une montée de l'abstention, mais cette montée de l'abstention ne concerne pas des abstentionnistes fixes. Lorsqu'on se penche sur les statistiques, on s'aperçoit que beaucoup de gens, finalement, votent. Ils ne votent pas à toutes les élections, mais il y a extrêmement peu d'abstentionnistes absolus qui ne votent à aucune élection. Donc, il y a cette difficulté. Par ailleurs, je crois que nous souffrons dans notre pays d'une difficulté institutionnelle, c'est que l'élection présidentielle a absorbé la totalité de la vie publique. Et ce qui fait que pour beaucoup de nos concitoyens, la vie publique et la vie politique se résument à cette bataille pour la présidentielle qui commence dès l'instant où le président est élu. C'est-à-dire une partie de ceux qui pensent pouvoir être président de la République se projette immédiatement dans l'élection d'après. Et ce qui fait que nous avons affaire à une politique qui se donne en spectacle et qui se donne en spectacle aussi à l'aide de télévision et aussi à l'aide des télévisions, des chaînes d'information continue, plus les réseaux sociaux qui s'alimentent de rumeurs, de bruits et de querelles qui finalement touchent assez peu le quotidien de nos concitoyens et de la jeunesse populaire ou pas populaire. Très bien. Monsieur l'avocat général, une question? Monsieur Rimbourg, de quand date votre engagement en politique? Malheureusement pour moi, il est assez ancien, ce qui veut dire que je suis vieux. À quel âge avez-vous pris votre première carte dans un parti politique, monsieur Rimbourg? J'ai pris une carte syndicale et ensuite j'ai pris une carte politique, je devais avoir 24 ans. On peut considérer que c'est jeune. Monsieur Rimbourg, vous avez donc mené campagne lors des dernières législatives. Vous aviez donc, j'imagine, autour de vous, pour vous épauler dans cette tâche ardue, tout un comité de campagne, j'imagine, un groupe pour vous aider à accéder à l'objectif qui était de vous faire élire. De combien est constitué ce groupe, cette équipe de campagne, grosso modo? Grosso modo, il y a une équipe de campagne, ça se compose d'une dizaine de personnes à 6 mois de l'élection et ça se termine avec une cinquantaine de personnes à quelques semaines de l'élection. Une cinquantaine de personnes, j'imagine, la plupart issues de votre circonscription. Sur votre circonscription, des jeunes et des jeunes de la jeunesse, enfin, de quartier populaire, j'imagine qu'il y en a. Combien de jeunes issus des quartiers populaires faisaient partie de cette équipe de 50 personnes?
J'avais une équipe, j'avais renforcé une équipe de jeunes gens parce que je m'étais rendu compte que la campagne sur les réseaux sociaux, sur Internet, était une campagne importante et qu'il fallait absolument que j'occupe ce terrain. Donc j'avais une équipe pour parler simplement, une équipe qui faisait les tweets, j'avais une équipe qui faisait le Facebook et j'avais une équipe aussi qui faisait des vidéos. On a essayé de gagner un peu de terrain sur YouTube. Et donc j'avais une équipe de 5 à 6 jeunes populaires, alors des quartiers populaires ou non, mais j'avais donc une équipe. Alors c'était des vieux jeunes, c'est-à-dire qu'ils avaient 22, 23 ans. Enfin, c'était pas des vieillards non plus. Hein. D'accord, mais j'entends dans le flottement qu'a priori, sur ces 5 ou 6 jeunes, je ne sais pas si on pourrait en compter 1 ou 2 qui viendraient effectivement de quartiers populaires. Il y en avait 2 ou 3 qui venaient de quartiers populaires, effectivement, mais c'était quand même des jeunes diplômés. Hein. Ils avaient tous réussi, grosso modo, ils avaient plus ou moins réussi des études. Il n'y a plus de questions. Ok, très bien. Monsieur l'avocat de la défense. Deux petites questions brèves. La première ne va pas être agréable, monsieur Rimbourg, parce que je vais revenir sur votre défaite. En toute franchise, est-ce que vous reconnaissez que la défaite que vous avez encaissée, pour utiliser ce mot-là, est à attribuer peut-être à un manque de compréhension de votre part de cette jeunesse-là et d'incapacité à saisir cet engagement et à l'incarner? Non. Non, c'est dû à... ce n'est pas la jeunesse qui m'a fait battre, c'est l'étiquette, c'est l'usure du pouvoir, c'est les erreurs qu'on a commises au pouvoir, c'est les hésitations présidentielles, la frilosité présidentielle et le déballage sur la place publique de nos différends, au lieu de savoir les régler en interne et de savoir à la fois garder une discipline de groupe et de la démocratie au sein du groupe. Donc c'est beaucoup plus profond qu'un désamour de la jeunesse, qui en fait partie, vous avez raison, maître, mais c'est plus profond et plus grave, malheureusement. Deuxième petite question, vous avez dit à mon collègue que vous aviez commencé à 24 ans. Vous étiez, j'imagine, parmi les plus jeunes à l'époque. Moi, je suis d'une génération... N'imaginez pas poser des questions, cher maître. C'est moi qui dirige les débats. Ce soit l'avocat général qui dirige les débats, en effet. Oui, non, monsieur l'avocat général, s'il vous plaît. J'étais parmi les plus jeunes, mais on était dans l'ensemble plutôt... on était des vieux jeunes, 23, 24 des vieux ans. Jeunes, on était des vieux jeunes et on était plutôt un groupe de vieux jeunes, oui, c'est vrai. Oui. Lors de votre campagne, la dernière en l'occurrence, ou les précédentes, quel est l'âge du plus jeune, de la plus jeune que vous avez croisé sur votre route dans un engagement associatif ou dans un engagement... J'ai eu dans différentes campagnes, on s'entoure toujours de jeunes gens. J'avais une jeune femme qui avait juste 18 ans, justement, juste 18 ans. Parce que sur une liste électorale, il fallait qu'elle soit inscrite sur la liste. Donc on l'a mise en avant une fois qu'elle a eu 18 ans. Donc il y a des gens assez jeunes. Oui. J'ai plus de questions, Monsieur le Président. Très bien, merci. Merci. Monsieur Rimbourg. Vous pouvez regagner votre place. Faites appel, s'il vous plaît, du 4e témoin. La Cour appelle Salimata Faké, mère de famille et conseillère municipale à Médon-sur-Sèvre. Bien, Madame Faké. Bien. Bien, Madame Faké, merci de votre présence. Il est fait état que vous êtes mère de famille et conseillère municipale. Vous êtes conseillère municipale de votre propre chef. C'est issu d'un engagement politique long. Alors, bonsoir à mesdames et messieurs. Bonsoir à monsieur. Merci. Mesdames et messieurs la Cour. Oui, merci. Mon engagement politique, ça date pas d'aujourd'hui, ça date vraiment quand j'étais en Afrique. D'accord. Mais bon, j'ai arrivé en France, j'ai créé mon association avec ma petite sœur. Et donc après, j'ai milité dans pas mal d'associations, l'association des amoureux du désert, je fais partie du pôle femmes de l'association Tissé Métis.
Et donc, avec mon association AFAD, on avait fait des activités au profit des jeunes de la commune de Meudon-sur-Sèvre. Et j'ai été repérée par le maire de la commune, donc il m'a sollicité de figurer dans sa liste électorale. J'ai dit oui, parce que c'est ça que j'attendais. Très bien. Vous avez des enfants? Combien avez-vous d'enfants? J'en ai 2. D'accord. Est-ce que vous avez des enfants en âge de voter? Pas encore. Ma fille, elle a 17 ans et mon fils, il a 10 ans. D'accord. Donc, c'est des jeunes. Par exemple, votre fille, vous êtes conseillère municipale, donc elle a l'exemple d'une maman engagée d'une certaine façon en politique. Quel avis elle a sur la question? Alors, c'est vrai que malheureusement, j'ai du mal à adhérer ma fille dans mes démarches associatives et politiques, parce que pour elle, ses paroles, hein, ça ne sert à rien. Et puis elle me dit, bah, pourquoi tu te fatigues? Ça ne sert à rien. Et puis l'État au sommet, est-ce qu'on nous considère, nous, la jeunesse? T'écoutes, maman, le discours qu'ils disent les politiciens, ah, ce n'est pas nous, ça ne nous reflète pas. Donc là, ça ne sert à rien. Je ne vais pas. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une parole que vous voyez chez d'autres jeunes, soit dans mes entourages, les enfants de mes amis, tout ça, c'est le même discours. Les soi-disant jeunes de quartier, quartier populaire. Moi, je pense qu'ils ne trouvent pas leur place. Pour eux, vraiment, la politique, ça appartient à des jeunes, entre guillemets, de quartiers UP. Pour eux, ils ne se trouvent pas parce qu'étant défavorisés, pas d'intérêt, quoi. Très bien. Monsieur l'avocat général, avez-vous une question? Je n'ai pas de question. Pas de question. Monsieur l'avocat de la défense? Pas de question. Pas de question. Alors moi, je vais en avoir une supplémentaire. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, du coup, pour que cette jeunesse populaire puisse soit plus encline à s'intéresser à la chose politique? Moi, je pense que c'est là, c'est l'affaire de nous tous, que ce soit la politique, que ce soit les parents. Bon, ben, je pense que ça passe par l'éducation en bas âge, même si je dis que ma fille n'adhère pas. C'est que j'ai commencé à lui en parler de la politique plus tard. C'est ça que je m'en veux, mais bon, ça peut passer depuis l'éducation. Puis de là aussi, c'est les politiciens. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se tournent et puis qu'ils regardent nos quartiers populaires, qu'ils voient les enfants, qu'ils voient que ces jeunes-là, ils ont vraiment besoin d'eux, quoi. Il n'y a pas que, Neuilly-sur-Seine. Il y a Bellevue, il y a d'autres quartiers. Donc, quelles sont les priorités les priorités, en parlant d'accès à l'emploi, avant ça, c'est vraiment la priorité accès aux études, vraiment une bonne formation à l'apprentissage. Et puis, je ne sais plus. Très bien, ok. Je vous remercie. Merci beaucoup, vous en prie. madame. J'espère que ma parole sera prise en compte. Elle sera évidemment prise en compte dans les débats, puisqu'elle a été proférée, cette parole. Elle a été entendue. Merci, madame. Bien. Faites appel, s'il vous plaît, au 5e témoin. La Cour appelle Madame Cécile Bébin, ex-militante associative et coordinatrice citoyenneté et jeunesse de la ville de Nantes. Bien. Bonjour, madame. Merci de votre présence. Alors, donc, il fait état de votre fonction de coordinatrice citoyenneté jeunesse à la ville de Nantes. Tout de suite, je resserre sur cette fonction. En quoi cela consiste précisément? Ça consiste en fait à soutenir les initiatives des jeunes sur Nantes en leur apportant des moyens financiers et matériels. Et ça consiste aussi à permettre à des jeunes d'avoir des temps d'engagement, d'échange et de permettre de participer aux politiques publiques de la ville de Nantes, en fait. D'accord. Quand vous parlez de temps d'engagement, est-ce que vous avez des exemples concrets, par exemple, de projets Oui, il y en a plein. En fait, moi, mon boulot, c'est de recevoir des jeunes qui ont des projets, en fait, et travailler avec des associations locales, en fait, qui organisent des temps de rencontre. Donc, il y a des associations qui organisent des ateliers autour des questions de genre, qui travaillent aussi sur la question de la politisation. Ça va bientôt arriver au triptyque, voilà, d'ici prochainement. C'est des temps de rencontre autour des pratiques sportives, autour du numérique et du dialogue. Enfin, c'est beaucoup de temps d'échange et de participation. Très bien. En tant que personne qui travaille à la ville de Nantes, peut-être avez-vous accès à des statistiques, même de manière grossière, ou une idée assez précise de la chose. Est-ce que vous constatez que la jeunesse, alors pour le coup populaire, des quartiers populaires de Nantes,
est plutôt loin de la chose politique, c'est-à-dire des débats publics qui ont lieu. Qu'est-ce que vous diriez sur la question ? Moi, je dirais pas ça. Je dirais ils sont éloignés de la classe politique, c'est un fait. Par contre, ils ne sont pas éloignés de la chose politique, ce qui est autre chose. Du coup, il y a énormément de jeunes qui sont très actifs, très engagés et qui donc parlent politique, c'est-à-dire au sens strict du terme, c'est-à-dire vraiment faire vivre la cité et débattre de la chose publique. Par contre, ils ne le font pas de façon classique ou peut-être, comme disait le précédent témoin, ils le font pas comme avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes temps d'engagement, ils ne sont pas sur les mêmes ressorts d'engagement. On ne va pas les chercher sur un engagement inconditionnel avec un parti, on va les chercher sur quelque chose qui est beaucoup plus factuel. D'accord. Est-ce que vous constatez une désaffection, par exemple, dans le vote ? Est-ce que, par exemple, à la ville de Nantes, on a des statistiques sur certains bureaux dans les quartiers ? Non. Non. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de différentiel, c'est ça entre... Je n'ai pas de statistiques sur le vote des jeunes à Nantes. En fait, on n'a pas fait ces statistiques-là. Ok, très bien. Monsieur l'avocat général, question ? Oui, Madame Bébin, vous travaillez régulièrement, donc j'imagine que vous animez des temps de débat avec des jeunes, des temps d'action avec des jeunes. Sur un quartier... pour avoir moi-même participé quelquefois à ce temps d'animation, on a souvent l'impression d'être en présence de citoyens professionnels. Je m'explique. Par citoyen professionnel, j'entends que ce soit un jeune ou un plus vieux, mais des abonnés à la maison de quartier, effectivement, qu'on va voir quand on parle de sport, qu'on va voir quand on parle de citoyenneté, de genre, etc. Alors certes, la salle est pleine, mais la salle est pleine toujours avec les mêmes. Est-ce que ces jeunes qui fréquentent les propositions de la ville de Nantes ne sont pas l'arbre qui cache la forêt, Madame Bébin ? Alors déjà, je vous répondrai que ça ne concerne pas que la jeunesse. Du coup, souvent, sur l'ensemble des débats, en fait, effectivement, il y a des ateliers, des citoyens qu'on peut dire abonnés. J'aime pas trop ce terme, mais ça peut être ça. Par contre, moi, mon travail, et c'est vraiment l'enjeu, ça va être justement en fonction avec des temps différents, à des moments différents, d'aller toucher des jeunes qui vont pas venir à une maison de quartier parce que c'est pas forcément facile de pousser la porte ou parce que en fait ils vont considérer que ça les intéresse pas par principe. C'est peut-être de trouver d'autres moments en fait qui sont peut-être moins visibles, beaucoup plus officieux, où on va aller les rencontrer. C'est-à-dire que mardi par exemple, j'ai travaillé avec 20 jeunes extrêmement éloignés pour leur faire un jeu dans la ville, un grand jeu pour leur permettre de rencontrer des professionnels, d'aller à la rencontre de points d'information, etc. Et ces jeunes-là, on les voit jamais nulle part sinon, sauf si on y va vraiment et on prend notre bâton de pèlerin. En fait. On est par contre bien d'accord, Madame Bébin, que par votre travail même, votre travail témoigne du fait que la ville de Nantes est actée, le fait que dans les quartiers populaires, la jeunesse est éloignée. Vous parlez vous-même de votre travail d'aller chercher des jeunes qui étaient très éloignés. J'ai pas dit quartier populaire. C'est vous qui le dites. Est-ce que, autant pour moi, je retire, voyez-vous une différence, effectivement, vous, dans votre travail au quotidien, entre ce que vous pouvez faire dans les quartiers populaires et dans les quartiers plus bourgeois ? Absolument pas. Je n'ai plus de questions. Bien, monsieur l'avocat général, sur l'opposition quartier populaire, quartier bourgeois, on peut aussi prendre des classes intermédiaires. Je vous demanderai d'être plus précis dans votre questionnement. Monsieur l'avocat de la défense, non mais s'il vous plaît, pour la bonne conduite des débats. Tout le problème de ce procès. Madame Bébin, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le service ? 4 ans, à peine. 4 ans. C'est pas une question scientifique, c'est pas une question statistique, on en a suffisamment au quotidien pour ne pas rentrer là-dedans. Moi, je vous demande juste votre vécu à vous, votre ressenti. Comment vous évaluez le flux à la fois de projets que vous recevez depuis 4 ans, l'évolution de ce flux-là de projets, donc en nombre, et en qualité et en diversité? Il est de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de porteurs de projets jeunesse qui arrivent chez nous, donc c'est pas statistique, c'est un constat. Après, et sur la diversité, on est sur des projets effectivement qui sont des projets autour de la culture, de la citoyenneté, de l'environnement, du sport. Donc on est sur, et à chaque fois, l'ensemble des projets, on est sur du vivre ensemble. C'est-à-dire que les jeunes qui font des projets en général le font quasiment tous en collectif et sur des enjeux de dynamique de la ville en fait. Donc au-delà de leur propre intérêt. De régie de la vie de la cité.
Donc de plus en plus de projets, de plus en plus nombreux, avec des porteurs de plus en plus jeunes, de plus en plus diversifiés. Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président. Très bien, merci. Merci. Vous posez la question sur la jeunesse en général. Je vous rappelle que ce n'est pas la jeunesse qui est accusée, mais bien la jeunesse populaire. Oui, Merci de ne pas faire l'amalgame. Oui, non, mais alors, je vais continuer à présider les débats, si vous voulez bien, Maître Lambert. Oui. Vous changez de place, à ce moment-là, ce sera plus lisible pour tout le monde. Non, ça va bien, hein. Attention. Hein. Attention, hein. Vous êtes coutumier du fait là, de vos effets de manche. C'est pas le Téléthon ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire vos yeux de chien battu quand vous posez une question. Bien, ça va bien, hein, tous les deux. Hein. Attention, on se connaît depuis un moment, on se fréquente depuis un moment, ça va bien. Oui, le procès porte sur la jeunesse populaire, évidemment. Bien, faisons appel, s'il vous plaît, au 6e témoin. La Cour appelle M. Vivian Banoukepa et Mohamed Souali, bénévoles référents du groupe jeune de l'association Tissé Métis. Bien, messieurs. Bien, messieurs, bonjour, merci de votre présence. Est-ce que vous pourriez, vous répondez comme vous le souhaitez, hein, dans l'ordre que vous voulez, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire l'action des bénévoles du groupe jeune de l'association Tissé Métis, s'il vous plaît? Alors, l'action du groupe jeune de Tissé Métis, en gros, on est porteur de différents projets, que ce soit des projets culturels ou des projets politiques. En gros, c'est de regrouper des jeunes, que ce soit des quartiers populaires ou pas. Et par exemple, le dernier projet qu'on a eu, c'était un projet sur qu'est-ce que c'est que la politique. On a fait pas mal de goûters politiques. On a eu des interventions dans des lycées. Il y a des jeunes qui nous ont rejoints à Tissé Métis pour parler de la question. On a fait des projets sur les inégalités hommes-femmes dans les quartiers ou que ça soit dans la vie en général. On a fait quoi d'autre? On est aussi intervenu sur l'engagement politique des jeunes en eux-mêmes. Donc on est intervenu à Pornic, dans les quartiers populaires, Parlez plus fort, sur la réflexion du jeune et de la politique, de ce qu'il en pense, de lui faire rendre compte, en fait, c'est quoi s'engager, parler de la politique, le fait qu'un jeune soit déjà engagé, mais qui ne s'en rend pas forcément compte. Et ça, c'est un problème. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeune déjà engagé, mais qui ne s'en rend pas forcément compte? Je prends le meilleur exemple, moi, avant. J'ai commencé avec la fédération Léo-Lagrange, à Démocratie et Courage, avec Plan de Job. Donc j'intervenais, je faisais des petits boulots, 2h30 de travail, 30 minutes de pause citoyenne. Et c'est au long de ces pauses citoyennes que je me suis rendu compte que je faisais un engagement politique, parce que je donnais de mes services, et au retour, on me rendait un service avec une intervention d'un professionnel qui partageait son vécu, son savoir. Et ça, déjà, c'était des premiers engagements politiques. Très bien. Vous vouliez dire quelque chose à ce sujet? La même chose que lui, en fait. Il y a les jeunes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà dans une forme d'engagement. Juste le fait de participer, par exemple, au goûter politique, de venir à Tissé Métis, c'est une forme d'engagement. Parce que la plupart des jeunes, ils pensent que la politique, c'est juste les mecs en costard qui sont là, qui débattent à la télé pour la présidentielle, alors que il y a une autre forme de politique, c'est la politique de proximité, je dirais. C'est tout ce qui va se passer dans les quartiers. Juste le fait de faire un dossier pour avoir un financement, par exemple pour acheter des maillots de foot pour les clubs de foot dans les quartiers, c'est une forme de politique. C'est une forme d'engagement politique. Alors, est-ce que vous pouvez préciser le fait de faire du football comme forme d'engagement politique? En quoi ça l'est? En gros, par exemple, dans les quartiers, disons, moi je suis issu des quartiers des Darvalières. Le quartier a sacrément une mauvaise image et je comprends tout à fait pourquoi. Et disons, quand nous, à l'époque, quand je faisais les démarches avec les gars du quartier pour obtenir des subventions, parce qu'on n'avait pas de maillot de foot pour jouer, on nous le refusait tout le temps. Et du coup, il y avait un gars qui était vachement engagé. Il nous a encadrés, il nous a aidés à remplir un dossier de financement qu'on a porté à la mairie pour pouvoir financer nos maillots de foot. Sans le savoir à l'époque, on faisait de la politique, c'est un engagement politique. Le fait d'aller à la mairie
Et de faire ces démarches, pour moi, c'est un engagement politique. Très bien. Dernière question me concernant. Est-ce que vous constatez une désaffection dans le vote, dans les élections, de la jeunesse populaire que vous avez l'occasion de croiser? C'est-à-dire désaffection? Désaffection, c'est-à-dire de abstention ou non-inscription sur les listes électorales. Oui et non, parce que je ne peux pas dire il y a une désaffection, parce que ce n'est pas quelque chose de global. Mais je dirais que, par exemple, moi, je ne me sens pas représenté par les mecs qui font de la politique. Si ces gars-là, un jour, ils viennent au quartier et on se pose à une table et on parle, pourquoi pas? Mais j'ai déjà eu affaire à quelques personnes qui font de la politique, et la plupart du temps, c'est des mecs qui sont là, il y a leur attaché de presse derrière, et ils prennent des photos pour dire « Ouais, je suis allé dans les banlieues, j'ai parlé avec un mec de quartier ». Et comment on peut se sentir représenté par ce genre de personnes? Très bien. On part déjà avec un avis de base, on va voter pour celui-là qui craint le moins. C'est exactement ça. La personne qui craint le moins, c'est pas forcément la personne qui nous représente, c'est plutôt sauver sa peau. Très bien. Monsieur l'avocat général, question? J'ai en effet plusieurs questions. La première est une question de procédure. Où est-il ça ne choque personne qu'on puisse effectivement entendre à la barre en tant que témoin des jeunes issus de quartiers populaires, alors que c'est justement la jeunesse populaire qui est en accusation. Voilà, c'est juste une première question liminaire. La seconde question est la suivante. Vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'effectivement l'engagement politique ne passe pas uniquement par le vote, et sans quoi de toute façon il n'y aurait pas de procès, puisque les statistiques sont là, on les connaît, celles du vote des jeunes des quartiers populaires, et effectivement le taux d'abstention est nettement supérieur au reste de la population. Donc s'il n'y avait que ça, il n'y aurait même pas de procès, puisque la vérité est éclatante. Vous dites, et je suis d'accord avec vous, que l'engagement politique passe également par le fait de s'investir dans des clubs type Tissé Métis, type d'autres associations. J'aurais donc plusieurs questions. La première, c'est combien d'élèves peut accueillir et accueille le collège du quartier des Dervalières? Comment vous voulez que je le sache? Déjà, il n'y a pas de collège aux Dervalières, déjà, pour être précis. C'est les gars des Dervalières, ils vont soit au collège de Breil, soit au collège de Bellevue. Ok. Combien d'élèves au collège de Bellevue à peu près, grosse louche? Comment vous voulez que je le sache? Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, veuillez poser des questions, à laquelle soyez plus précis, s'il vous plaît. Donner des réponses. Un peu de sérieux. Sinon, moi, je vous demande la capitale de la Mongolie. Ouais. Ou alors j'écris les questions. Je ne sais pas, ces jeunes se présentent. Vous vous présentez comme étant des gens investis sur la vie de votre cité, sur la vie en plus de la jeunesse. Mettons qu'on imagine quoi, 400 élèves à peu près? À peu près, il y a trois classes pour la 6e, la 5e, la 4e, la 3e à peu près, et on est entre 20 et 30 élèves à peu près. Ok, donc on va dire, mettons en dessous, 300 élèves au Breil, 300 élèves à Bellevue, ça fait donc 600 élèves pour une classe d'âge d'à peu près environ 4 ans, les 4 classes du collège. Si on considère que la jeunesse qui est en accusation aujourd'hui est la classe des 18-25 ans, ça fait donc 7 ans, on pourrait s'attendre à ce que ça fait donc une population, si j'additionne, qui va peut-être allez, ça fait 1500 personnes sur l'ensemble des quartiers qui représentent la jeunesse des quartiers populaires. Est-ce que je peux vous demander, lorsque vous avez préparé ce procès, combien de jeunes étaient présents à la réunion de préparation, ont répondu à l'invitation de l'appel de Tissé Métis pour préparer ce projet? Une dizaine de personnes. Précisément, s'il vous plaît, une dizaine. On était à peu près 15 ou 16 ans. Un ou deux près. On était un peu des personnes venues de partout, pour être précis. On a compté. Vous étiez effectivement 8 à la première réunion, 12 à la deuxième. 12 sur 1500. Et votre engagement est remarquable, messieurs. La question est de savoir, que font vos semblables? Où sont-ils donc, les 1480 autres, quand on leur parle de politique? Je ne sais pas, peut-être qu'ils travaillent. Et donc, il faut être au chômage il faut ne pas travailler pour s'engager en politique? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pour s'engager, il faut avoir le temps et les moyens. Et aussi, je ne vais pas raconter n'importe quoi, il faut en avoir l'envie aussi.
Après, ceux mais qui je ceux, suis ceux qui d'accord. ceux qui n'étaient pas là, ça ne veut pas dire forcément ils n'en avaient pas envie, peut-être qu'ils n'en ont pas entendu parler. Par exemple, moi, quand j'ai rejoint Tissé Métis, ça s'est fait totalement par hasard. À la base, j'étais avec mon groupe de rap, on a entendu parler d'une association qui nous permettait d'évoluer culturellement dans ce domaine-là. On est parti voir l'association et par la suite, on a rejoint Tissé Métis. Mais on n'en avait jamais entendu parler avant. C'est parce que nous, on a fait le choix de se bouger et ça se fait pas totalement par hasard. Il faut en avoir entendu parler pour se bouger. Vu les budgets de communication de Tissé Métis, ça m'étonne que vous ne soyez pas passé à côté d'une affiche de Tissé Métis dans le quartier à Bellevue ou au Breil ou au Dervalière. Je vous invite à aller dans ces quartiers et vous verrez s'il y a des affiches ou pas. Je n'ai plus de questions. D'accord, très bien. Monsieur l'avocat de la défense? Je n'ai pas de questions. Pas de questions, ok. Messieurs, merci. Vous pouvez regagner vos places. Merci. Bien, veuillez s'il vous plaît faire appel au dernier témoin. La Cour appelle M. Simon Rousseau, lycéen et membre du parti politique Allons Enfants. Alors, il est étudiant, il n'est plus lycéen, apparemment. Merci de votre présence, monsieur. Bonjour et merci. Vous n'êtes plus lycéen, c'est bien ça, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant. Exactement, étudiant. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement Allons Enfants? Quel est ce mouvement, ce parti politique dans lequel, enfin votre mouvement, le mouvement dans lequel vous militez? Alors, Allons Enfants, c'est un parti réservé à la jeunesse, donc de moins de 30 ans, de 18 à 30 ans. Pluripartiste, pardon, pas forcément avec une étiquette précise gauche-droite, ça, il n'y a pas d'importance, qui vise exclusivement à donner un peu la parole aux jeunes pour exprimer leurs idées, donc à travers une campagne politique, à travers les campagnes politiques qui peuvent se présenter, hein, par exemple aux législatives en 2017, au mois de juin dernier. Il y a eu des candidats issus du parti qui se sont présentés à travers la France et qui représentaient finalement la voix qui essayaient de représenter au mieux les jeunes de France, sans afficher forcément un clivage politique. Et par ce fait, on essaye de représenter au maximum le plus de jeunes possible, sans forcément se soucier de quartier populaire ou non. Ça, c'est pas la restriction pour adhérer à ce genre de mouvement. Très bien. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a vous arriveriez à donner je ne sais pas, un pourcentage, une proportion de jeunes issus des classes populaires dans votre mouvement? Alors c'est un mouvement assez limité hein, au niveau français. Sur l'antenne de Nantes, nous sommes nouveaux, nous sommes créés de septembre. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagé forcément de quartier populaire sur Nantes. D'accord, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce mouvement, vous? Donc moi, j'ai participé à la création de l'antenne de Nantes, donc depuis septembre. D'accord, donc votre fonction est... vous avez pour l'instant, j'ai pas un statut précis, je suis engagé dans l'antenne, militant dans l'antenne. Est-ce que vous êtes né dans les quartiers populaires, vous-même? Non. D'accord, très bien. Votre mouvement, vous le dites, alors un mouvement n'est pas apolitique à proprement parler, à partir du moment où il fait de la politique, vous n'êtes pas un mouvement partisan, vous vous situez ni à gauche ni à droite au sein même du mouvement, je prends l'antenne de Nantes, nous avons des personnes qui sont à droite, à gauche, et finalement c'est pas ce qu'on essaye de trouver une direction, c'est-à-dire qu'on partage nos idées, on débat ensemble, on dit ce qu'on pense, et après, comme tous les partis, on échange avec les autres antennes et on essaie de donner des lignes directrices. Vous parlez à tous les partis politiques? Vous allez voir les partis politiques pour faire avancer vos idées? Non, on ne parle pas directement, je ne vais pas voir un autre parti politique. Très bien. Quels sont et après je céderai la parole aux avocats, quelles sont les 2-3 propositions phares de Allons Enfants par rapport à la jeunesse de 18 à 30 ans? Par rapport à la jeunesse, précisément... si vous voulez, on ne fait pas du jeunisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas instaurer une loi favorable aux jeunes ou non. L'objectif, ça va être de remonter les idées des jeunes pour la population. C'est-à-dire qu'un parti politique ne peut pas s'adresser qu'aux jeunes. Alors pour le coup, une ou 2 propositions phares? Une qui pas forcément qui me tient forcément à cœur, mais une proposition de refonte du système éducatif dès le plus jeune âge jusqu'à la sortie des études pour tout le monde. Très bien.
ok. Et vous diriez que la jeunesse populaire est dépolitisée ou pas? Dépolitisée, c'est pas vraiment, c'est pas ce que je dirais. Elle se sent moins concernée par la politique que les autres classes de la population française. Ok, très bien. Monsieur l'avocat général, vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions. Très bien. Monsieur l'avocat de la défense, avez-vous une question? Juste une question, Monsieur Rousseau. Est-ce que vous êtes capable de me lister de me lister quelques-uns des mouvements de la jeunesse populaire qui pourraient être engagés politiquement en France ou pourquoi pas même des mouvements européens? Non. Est-ce que vous pensez pourtant qu'ils existent? Oui, je pense qu'ils existent. Et pourtant vous ne les connaissez pas? C'est ça. Est-ce que cela témoigne d'une quelconque perméabilité entre vos deux mondes? Mais je pense que ça peut témoigner une perméabilité, comme beaucoup, je pense, ici, même dans les jurés, ne connaissent pas Allons enfants. Une méconnaissance. Une méconnaissance, voilà. Peut-être que si certains connaissaient les mouvements comme le vôtre, ils y seraient. Peut-être, oui, je l'espère. J'ai pas de questions, Monsieur le Président. Très bien. Moi, j'en ai une ou deux autres supplémentaires. Est-ce que des jeunes qui adhèrent à Allons enfants se retrouvent quelques années plus tard dans le personnel politique classique? Est-ce que vous avez des exemples de cela et en quelle proportion? Non, je n'ai pas d'exemple. Donc, on a des candidats qui se présentent aux élections. Après, ils se sont pas trouvés dans des situations politiques d'un autre parti par la suite. Et juste une dernière question. Comment vous expliquez la non-perméabilité, l'imperméabilité entre votre mouvement Allons enfants et des mouvements que pourrait animer la jeunesse populaire? L'expliquer, comment dire, déjà, en tant que jeune, après, pas forcément représentatif des quartiers populaires, mais on a d'autres choses à penser au début de notre vie que de prendre énormément de temps à aller avancer et aller voir les autres mouvements. Moi, je me suis trouvé dans Allons enfants, mais personnellement, je n'ai pas eu la motivation depuis que je suis dans Allons enfants, d'aller voir d'autres mouvements politiques pour le moment. Comme vous l'avez rappelé, je suis étudiant, j'ai des études à terminer et j'ai pas forcément énormément de temps pour tout faire finalement. Très bien. Est-ce que vos parents ont un engagement politique? Alors ma mère est conseillère municipale et mon père, non, pas spécialement. D'accord, très bien. Bien, merci. Merci. Vous pouvez regagner votre place. Merci. Bien, l'audition des témoins est terminée, donc l'instruction à l'audience est à présent terminée. Pour respecter la loyauté des débats et la règle du contradictoire, je vais vous demander, maître, avocat général et avocat de la défense, quelles questions vous souhaitez voir posées aux jurés dans le cadre du délibéré. C'est donc le moment des plaidoiries. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole. S'il vous plaît, n'excédez pas 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je souhaiterais, de façon liminaire, remercier l'ensemble des témoins pour la qualité des débats que nous avons vécus lors de ce procès. Le contradictoire était respecté et le débat était fertile. Si je commence par ces remerciements, c'est que je pense que le risque est grand de tomber dans la faiblesse de croire que la valeur de ce procès ne résiderait que dans le débat. Parce qu'on aura parlé de la politique, parce qu'on aura parlé de la jeunesse, parce qu'on leur aura permis de s'exprimer à ce micro, alors nous aurons fait avancer quelque chose, et donc demain, effectivement, des générations de jeunesse populaire vont se lever, prendre la parole, créer des partis politiques, et je ne sais quoi. Non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, et j'entends déjà les arguments de la défense. Tout à l'heure, lorsqu'il plaidera la relaxe, car à n'en pas douter, il demandera la relaxe, pour avancer que la jeunesse populaire est avant tout non pas coupable d'être dépolitisée, mais bien victime d'un système qui, par l'ostracisation effectivement des classes populaires, a fini par pousser la jeunesse extrêmement loin des centres de décision. Là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet, cher maître. N'essayez pas de nous entraîner sur cette pente-là. Je serai d'accord avec vous. Je serai d'accord avec vous, malheureusement, car on le voit sous nos yeux. On parle politique, les gens nous répondent « association ». Alors le fait d'adhérer à un club de ping-pong, c'est faire de la politique? Le fait de prendre un goûter entre jeunes parce qu'il fait chaud, c'est faire de la politique? Si l'on plaide la relaxe, cher maître,
Cela voudrait dire que ce n'est pas le bon procès. Le fait que les jeunes des quartiers populaires soient éloignés de la politique, ce n'est pas de leur faute. Alors, auquel cas, il faudrait créer un nouveau procès. C'est la faute à qui? Car en effet, je suis d'accord avec vous, on pourrait se poser la question, à qui profite le crime lorsque la jeunesse populaire ne prend pas la parole dans le débat public? À qui profite le crime? Bien entendu, aux autres classes de la jeunesse, aux autres classes en général, à une élite qui concentre déjà dans ses mains le pouvoir médiatique, le pouvoir économique, le pouvoir culturel. Le coupable serait donc à chercher là-bas. Sûrement. Mais ce serait trop simple. Ce serait trop simple de dédouaner la jeunesse populaire de sa responsabilité dans le fait de s'être éloigné de la politique, et surtout, ce serait priver de la justice de son deuxième bras. La justice doit chercher à comprendre, mais elle doit également chercher à réparer les choses, ou en tout cas à créer la société que nous voulons tous ensemble. Car si vous plaidez à relax, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Le taux de participation des jeunes aux élections va encore chuter dans quelques années. On n'aura rien fait avancer, ils seront encore plus loin de la politique. Comme c'est simple, depuis 30 ans que la politique de la ville cherche à raccrocher les jeunes à la politique, leur taux de participation aux élections, la participation des jeunes populaires, et j'insiste sur les jeunes populaires car le fait de créer l'amalgame entre la jeunesse qui certes porte des projets auprès de la ville de Nantes, mais combien parmi ces jeunes-là sont populaires? Bref, cette politique est un échec et je ne peux pas l'accepter, cher maître, comme vous, car j'imagine que c'est ce que vous allez plaider. Je suis d'accord avec vous, je ne l'accepte pas. Et c'est parce que je ne l'accepte pas que je demanderai effectivement tout à l'heure au jury d'apporter une réponse pénale exemplaire. Car si l'on souhaite redonner sa place à la jeunesse populaire, alors le laxisme, la tolérance compréhensive n'est assurément plus la réponse. Car oui, l'heure est grave. Il est loin le temps où des Gavroches de 14 ans, sous la plume de Victor Hugo, héritaient d'une balle perdue sur une barricade pour avoir osé croire en une vie meilleure, à la Révolution et je ne sais quoi d'autre, en tout cas un idéal de vie. Aujourd'hui, la jeunesse populaire, ils sont une dizaine à tisser métis en train de refaire le monde, et la grande majorité d'entre eux, 100 fois plus, sont devant leur télé, devant leur ordinateur, et quelques-uns sur un terrain de foot, et ils font de la politique quand ils se rendent compte qu'ils ont besoin de maillots de foot pour jouer au foot. L'infantilisation que vous accentueriez, monsieur cher maître, en prônant la relaxe, serait la pire réponse à donner à ce procès. L'action politique aujourd'hui pour la jeunesse, effectivement, on a l'impression que c'est l'œuvre des politiques publiques. Aux jeunes, on leur flèche, on accorde une place, comme ici ce procès pour la politique auprès de la jeunesse. On allume le chauffage, on allume la lumière, on les prend par la main, mais qu'est-ce qu'on fait au final? On prive la jeunesse de l'apprentissage indispensable de la lutte. Ce serait trop simple de passer l'éponge et de dire « mes pauvres chéris, vous n'êtes pas responsables ». Bien sûr que vous avez des circonstances atténuantes, mais ne comptez pas sur moi pour vous simplifier la vie. Car la politique, c'est la difficulté, la politique, c'est l'adversité, la politique, c'est de prendre une place qu'au départ, on ne vous accorde pas vraiment. La jeunesse n'identifie plus la parole publique à un devoir, enfin à un droit, pardon, je me perds, un devoir, mais à un droit, et c'est bien le problème. En conclusion, mesdames et messieurs les jurés, vous n'avez d'autre choix que de prononcer une peine exemplaire. Et je vous invite à prononcer la peine qui rendra le meilleur service à la jeunesse populaire. Je vous invite à la priver de l'ensemble de ses droits civiques. Pour qu'elle sache, pour qu'elle comprenne le sens d'un droit civique, pour qu'elle comprenne l'importance d'avoir à participer au débat. C'est malheureusement que lorsqu'on est privé d'un droit, qu'on se rend compte à quel point il est précieux, qu'on se rend compte de sa valeur et qu'on se rend compte peut-être à quel point il est important presque demain de donner sa vie. Priver la jeunesse populaire de ses droits, de l'ensemble de ses droits civiques, droit de vote, droit d'expression, droit à la parole. Reconnaissez-le coupable d'être dépolitisé. Et peut-être, dans 10 ans, dans 15 ans,
auront le plaisir de voir une jeunesse populaire se lever et prendre la part qui est la sienne dans le débat public. Merci, monsieur l'avocat général. La parole est maintenant à la défense, pour 5 minutes. Oh, je n'aurai pas besoin de 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, chers confrères, Mesdames, Messieurs les jurés, qui avez été ô combien attentifs pendant ce procès. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. J'erre, moi, quelque part entre la tristesse et la colère. Qu'est-ce que cette mascarade de procès? Quel amateurisme, quelle approximation dans les définitions, dans les termes que nous utilisons. Alors, je suis obligé de rebondir sur le mot populaire, puisqu'on m'accuse, décidément une série d'accusations creuses que ce procès, d'utiliser à tort le mot populaire. Populaire, c'est ce qui a un rapport au peuple. Alors maintenant, donc, certains d'entre nous ne feraient plus partie du peuple. C'est intéressant comme notion, peut-être ça ferait appel à un nouveau procès. Quant à l'accusation première, celle de l'engagement politique, peut-être aurait-il été intéressant d'entamer ces débats par une réflexion sur ce que veut dire politique. Qu'est-ce qu'on s'en mêle les pinceaux? On finit même par choisir de dire la chose politique tant on peine à qualifier le sujet dont on parle. Puisque en effet, ce dont on parle aujourd'hui, c'est d'un système à l'agonie. On parle de la politique comme de nos institutions qui fonctionnent tant bien que mal en ce moment. Les parlements, les assemblées, le système d'élection vieillissante. Et en effet, on pointe du doigt, et la jeunesse pointe du doigt pour nous aider, un système en train de mourir. Et le tort qu'on a, c'est sans doute de lui dire « baisse la main, viens avec nous » et de ne pas écouter ce qu'elle a à nous dire. Quand bien même on essaierait de faire le prophète de cette jeunesse qui ne s'intéresse donc à rien, et qui donc serait tapie dans une espèce de léthargie devant son ordinateur ou sa télé, c'est une grave erreur, puisqu'on l'a vu, grâce aux témoins qui sont venus à la barre, que le nombre de projets associatifs auxquels elle est engagée est grandissant, que le nombre de projets d'entrepreneuriat auxquels elle participe est grandissant, que le nombre de mouvements lycéens, parce que je savais que vous alliez m'attaquer sur un éventuel laxisme de ma part sur des chiffres, de mouvements lycéens concrètement depuis 20 ans, on a compté 8 mouvements lycéens majeurs. Quand je dis mouvement, c'est mobilisation physique dans les rues. Dans le désordre, la réforme à l'air, la loi Fillon, le CPE, la réforme des lycées, la loi travail, le CIP, etc. Soit 2 fois plus que depuis le début du siècle. Ça témoigne sans doute d'autre chose que celle d'une augmentation de la mobilisation des jeunes. Pour ma part, j'y vois une allégation claire. Et puis le sport moqué, si bien moqué par mon confrère qui a un rapport au sport qui est particulier. En effet, l'engagement sportif est un engagement politique parce qu'il régit nos vies, parce qu'il régit nos liens, et parce qu'on a besoin de modèles. Et en effet, les modèles sportifs sont sans doute de meilleurs modèles que nos modèles de politiciens. Parce que c'est bien là le problème principal. J'ai 36 ans, mes parents en ont une soixantaine, j'ai une petite fille qui a 2 ans, vous avez une vingtaine d'années, vous en avez une petite vingtaine aussi. Mais quel monde laissons-nous à nos enfants? Qu'avons-nous laissé à nos enfants? Quel désenchantement du monde! On voudrait que notre jeunesse populaire aime la politique, mais qu'avons-nous fait de la politique? Le Carlton de Lille, l'affaire Guérini, Balkany, Serge Dassault, Karachi, Andrieux, Takieddine, Total, Bettencourt, Kadhafi, Cahuzac, Big Malion, Thévenoud, Fillon, je pourrais continuer, les eurodéputés FN, les mutuelles de Bretagne. Depuis 2010, soit une grosse vingtaine d'années, 118 affaires politico-financières ont détruit petit à petit ce qui avait été construit depuis des dizaines d'années, voire des siècles. C'est simple, c'est 50 fois plus que le nombre d'affaires massives qui avaient eu lieu depuis 1870. Et on voudrait que la jeunesse populaire aime ça. On voudrait que la jeunesse populaire aime celui qui la maltraite. Mais ô combien que je la comprends, ou que je la comprendrais si elle décidait de s'en aller et de faire un bras d'honneur. Donc je sais maintenant que je suis plus triste qu'en colère. Alors,
Monsieur l'avocat général nous disait que la vérité était éclatante, qu'on voyait bien dans les chiffres que ça témoignait d'un désenchantement et d'une démobilisation de la jeunesse populaire. Mais le problème, c'est que vos indicateurs, votre thermomètre est cassé, monsieur l'avocat général. C'est que vous êtes au volant d'un avion qui répond à plus rien. C'est comme si nous avions conduit pendant des années une voiture, peut-être au départ en bon état, qu'on l'avait nous-mêmes pété à coups de latte à l'intérieur, qu'on avait tout défoncé, puis qu'on l'a laissé sur le côté, puis qu'on disait à nos enfants, mais conduisez-la, puis pourquoi vous la réparez pas tout seul? Eh bien non, ils font un choix extraordinaire et courageux, parce que votre choix est courageux de dire, non, on va y aller autrement. Et c'est ça qui nous fait peur, et c'est sans doute ça qui génère chez nous une forme d'hystérie, pardon monsieur le Président, d'hystérie qui prend aussi corps dans ce procès. Faire le procès de cette jeunesse-là est déjà une faute grave. La condamner ferait de vous, mesdames, messieurs les jurés, les complices d'un effondrement sans doute fatal de la morale et de l'humanité. Pour éviter de telles dérives, en effet, monsieur l'avocat général, vous n'aurez d'autre choix que de prononcer la relaxe totale pour la cliente. Quant à l'indemnisation du préjudice subi, colossal tel qu'il ressort des débats, nous nous sommes longtemps interrogés. La seule allocation de la somme de 1 euro symbolique par jeune originaire du monde populaire, tel que vous le qualifiez, nous a semblé légitime. Et puis, nous nous sommes dit que la société civile ne pouvait se construire que sur le pardon et la réconciliation. Ce sont deux principes auxquels nous tenons. Nous ne demanderons donc aucune indemnisation. Très bien, merci monsieur l'avocat de la défense. Accusé jeunesse populaire, levez-vous. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Eh bien, allez le dire à la barre. Monsieur aussi? Je vous laisse 30 secondes, allez-y. La seule chose que je souhaite dire, c'est que nombreux devraient être avec nous, ici, accusés, mais bien évidemment, toujours les jeunes. C'est la même chose. Monsieur? L'avocat général, c'est un grand malade. Non. Bah, écoutez, monsieur, il nous propose une déchéance de nationalité. Aucune insulte proférée au sein de ce tribunal. En tout cas, moi je comprends pas parce que c'est pas si grave que ça. Il nous propose une déchéance de nationalité alors que c'était pas grave. Non, voilà. Il a proposé une privation des droits civiques, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense à vous? Sinon, je pense qu'on sera pas coupable. Bon, très bien. Oui, bon, ça c'est un pronostic. C'est pas quelque... Bon, vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Bien, je me tourne maintenant vers les jurés. Vous allez devoir délibérer et rendre une décision, un verdict. Je dois vous faire donner lecture de l'instruction suivante. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Les débats sont clos, c'est maintenant le moment du délibéré. Je vous laisse 2 minutes. Merci, vous pouvez vous consulter. Est-ce que vous pouvez garder le... Parlez moins fort, s'il vous plaît. Délibérez entre vous et ensuite vous rendrez la décision à l'huissier. Je vais me permettre de ranger mes papiers de façon extrêmement bruyante, de façon à couvrir... les bruits des délibérations. Exactement. Alors, de garantir l'intimité et la confidentialité des débats. Bien. Très bien. C'est maintenant le moment du verdict. Accusé jeunesse populaire, levez-vous. Après en avoir délibéré, conformément à la loi, à la question « La jeunesse populaire est-elle
coupable de dépolitisation aggravée et consciente. La Cour et le jury ont répondu non à la majorité de 8 voix au moins. Vous êtes donc déclaré non coupable. La jeunesse populaire est relaxée. Bravo. Aucune indemnisation ne sera versée puisque vous n'avez rien demandé. De toute façon, en ce moment, nous n'avons pas beaucoup de moyens. J'avais anticipé. Voilà, déjà, on a déjà du mal à tenir des procès. Nos robes sont un petit peu vieilles. Donc voilà. Bien, je vous remercie pour ces débats de haute qualité. Je remercie aussi le public d'y avoir assisté. L'audience est levée. Merci. Bravo.